Alors, là, on a parlé des plantes, on a parlé des produits à proprement parler, mais alors, il y a aussi une autre chose, moi, qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il y a des opérations en laboratoire qui peuvent être dangereuses aussi? Oui, quand on distille de l'alcool, eh ben, c'est un produit quand même qui brûle, hein. Quand tu fais des crêpes Suzette, ils mettent l'alcool dessus, puis ils mettent une allumette, ça fait pouf. Eh ben, Ouais. ça peut arriver. Et donc, il faut quand même faire très attention. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a contacté il y a 4 semaines et le gars habite dans l'Alsace, s'intéresse à la spagyrie et n'a aucune notion de comment faire. Donc il y a un pas énorme, si tu veux, pour passer de la théorie à la pratique. Ben, c'est ça. Et je ne sais pas comment, s'il faudrait presque avoir des vidéos de comment faire, tu vois. Oui, c'est ça, parce que là, finalement, là où on se retrouve un peu bloqué dans ces disciplines-là aujourd'hui, c'est l'aspect pratique. C'est-à-dire Tout à que fait. bon, la tradition véhicule le savoir-faire un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut lire les vieux textes, il faut lire et relire, etc., comme on le dit souvent. Mais à un moment donné, quand il s'agit de passer le cap de la pratique, c'est très complexe parce que déjà, l'équipement, euh, qu'est-ce qu'il faut, comment, pourquoi, où est-ce qu'on se le procure. Et c'est pareil, il y a pas d'école, enfin en tout cas pas à ma connaissance, il n'y a pas d'école qui propose ça. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose, j'en sais rien. Mais je dis Alors, juste, il y avait une école, c'était le LPN ouais, qui a existé. Et puis, je pense qu'il y a aujourd'hui, je me suis laissé dire qu'il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait faire des stages de spagyrie. Alors, je n'en connais pas. J'ai un ou deux amis, à la limite, je peux envoyer les gens, mais je ne sais pas les écoles, je ne connais pas leur philosophie ou autre. Mais si c'est juste pour obtenir l'aspect de manipulation, il faudrait presque aller faire un stage de départ. oui, c'est ça parce Pour que les, c'est dangereux, comme on vient de le dire à propos de l'alcool. C'est difficile si on habite en appartement. Euh, ma première extraction de sel, si tu veux, j'ai brûlé la plante sur un petit balcon. Et puis ça a empesté la maison. Ça sentait, ça sentait le romano. Pendant 6 semaines. Euh, ah ouais, oui, c'est pas parce que l'odeur de carbonée comme ça, ça sentait la cheminée, si tu veux, tu vois. Et donc, il faut quand même faire certaines choses dans les règles. Brûler une plante, ça se fait dehors, quoi. oui, c'est ça parce Ou que alors, il faudra avoir une hotte aspirante, mais celui qui a une hotte aspirante et puis l'équipement n'a pas besoin de moi pour lui expliquer. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, quand on parle à des gens qui sont totalement débutants, on ne parle pas à des chimistes ou à des gens qui ont l'équipement pour réaliser l'affaire. Ouais, j'imagine bien. Non, parce que c'est vrai que ce que je me dis, c'est avec cet essor qu'il y a, ce renouveau, l'envie des gens de revenir à tout ça, moi je trouve ça très bien d'ailleurs, c'est que avec cette façon de voir le monde aujourd'hui qui est très individualiste, chacun veut faire comme il veut dans son coin, développer le truc par lui-même, plus avoir à porter entre guillemets le fardeau d'un maître, tu vois, ça c'est fini aujourd'hui. Ben, on est en train de changer d'air. Donc, l'ère des poissons, c'était la famille, le gourou, etc. Alors, l'ère de Aquarius, de Verseau, c'est l'ère de l'individualité. Donc, ça correspond tout à fait à ça, oui. Alors, oui, c'est ça, de toute façon, Mais ça n'empêche pas qu'on peut prendre des cours. Si par exemple tu veux te lancer dans cette voie-là, il faudrait avoir quelques cours de manipulation. c'est ça. C'est C'est une, c'est même indispensable. ouais, ça c'est que le message que moi en fait je voulais faire passer par le biais de tes propos, c'est de dire voilà, si vous vous intéressez à ça, il y a des gens qui savent le faire, allez vous former un petit peu au départ pour pas faire n'importe quoi, pour pas finir par faire empester pendant 6 semaines un truc et se faire des amis avec les voisins du dessus, etc.
Tu sais, Non, après, oui, on a toujours des petits accidents. oui, L'autre jour, j'ai fait je voulais faire une filtration sous vide, et puis j'ai pas pris le bon bocal. Et quand j'ai fait mon vide, je l'ai fait un peu trop fort. Le bocal a implosé, ouais, et j'avais de l'huile partout. Donc, on fait des bêtises tout le temps. ouais, mais ça c'est sûr. Mais alors, On apprend il y avait aussi cette question-là que je voulais te poser. Euh, le dosage. Alors, ça pourrait être déjà le dosage dans la pratique en laboratoire, mais ça pourrait être aussi le dosage en posologie sur la prise de médicaments. Comment ça se gère, ça? Tu me parles de quantité et je vais te répondre en qualité. Ok. Donc, si tu as fait un produit spagyrique que tu as mis dedans, d'abord, tu as bien séparé les produits, tu les as purifiés de façon correcte et que tu les as remis ensemble avec toute ton énergie, une goutte vaudra 10 000 gouttes d'un produit allopathique, D'accord. d'un point de vue énergétique. Ça, donc, la posologie, il n'y en a pas. Il n'y Tu en vois a ce que je pas. veux dire? Ouais. Dans ce sens-là, il n'y en aurait pas. Hmm. C'est-à-dire que le patient qui prendrait ton produit, ou un Mhm, produit spagyrique, mhm. tu ne lui dirais pas prenez tant de gouttes. Si, parce qu'ils demandent à chaque fois, donc tu inventes, tu dis, bah tiens, prenez 10 gouttes à la fois. Mais, mais si, mais 5 gouttes ou 10 gouttes, ça ne fait pas beaucoup de différence, si tu veux. D'accord. Je ne peux pas te dire, il faut prendre un dixième de goutte au lieu d'une goutte, tu vois, ou de 10 gouttes. Je Ouais. ne sais pas répondre à cette question. Ok. Mais toi, dans ton expérience, le constat que tu fais aujourd'hui, c'est que c'est pas tellement ça qui est important, quoi. Non, non. Parce que, encore une fois, tu me parles d'allopathie, je te réponds avec de la conscience. Oui. Donc, oui, en allopathie, il faut absolument faire très attention au dosage. Trop peu, ça ne marche pas. Trop, ça apporte des conséquences graves. Hmm. D'accord? Hmm. Euh, De l'autre côté, euh, trop peu, ça n'existe presque pas, quoi. Et c'est pour ça que, par exemple, quand tu regardes l'homéopathie, c'est rien. C'est de Hmm. l'eau. Ouais. L'homéopathie, c'est de l'eau et du sucre. Ouais. C'est D'accord? ça. À plus la plante que tu as utilisée. Mais si tu veux, à la fin, il n'y a rien. A priori, il n'y a rien. Il n'y a que du sucre dans ce que tu prends, puisqu'il n'y a même plus d'eau, puisque ces petits granules, ils ont presque pas d'eau dedans. Et pourtant, ça marche. Non, mais Donc, il y a une signature, si tu veux, qui a été transférée, et cette signature énergétique, c'est ça qu'on recherche. Et donc, le granule homéopathique, tu n'en prends pas le tube complet, tu prends 3 granules qui ouais. contiennent 95% ou 99% de sucre, et le reste, des résidus, c'est même pas des résidus, il n'y a rien. Si tu Ouais. prends 30 CH, ça a été dilué Ah ouais, X nombre. un nombre de Donc, fois. il y a pas d'eau, il n'y a pas de la plante originale, ou du moins pas détectable, même par des moyens chimiques modernes. C'est du Alors, sucre. ça, c'est intéressant parce que, alors, il y en a qui parleront d'effet placebo, finalement, puisque si le Mhm, produit ne contient rien, mhm. qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça fonctionne? C'est la croyance. Donc, ça, C'est ce qu'on croit. oui, voilà. Donc, Alors, c'était qui? C'était Benveniste, le gars qui avait décidé, bon, bah, je vais démontrer que l'homéopathie, ça ne marche pas. ok. Et puis, il revient après être pâti et il dit, oh mon Dieu, mais ça marche. Il restait des pierres partout. C'était dans les années 80, je crois, 80 ou 70. Et ces études maintenant sont difficiles à trouver, ou peut-être qu'avec Internet on pourrait les retrouver. Et donc voilà un médecin ou un chercheur qui se dit je vais détruire l'homéopathie une fois pour toutes, qui revient en disant oh ben ça marche. Plus proche de nous, c'est Hashimoto Ah, oui, avec, fait avec des l'eau, c'est ça? l'eau, voilà. Il envoie de l'amour à l'eau et elle devient tout à fait le cristal de neige qu'il fabrique est différent. Hmm. Ce que tu me demandes, c'est une preuve. Ben voilà. Je n'ai pas de preuve directe.
Non, non, j'entends Pas bien. de preuve directe. Mais si tu me demandes si les humains ont un effet sur la matière, ben oui, Et voilà. voilà. Parce que si tu veux, face à cette question-là, il y a deux écoles, entre guillemets, il y a deux Mhm. écoles. Il y a ceux qui vont parler de l'effet placebo, qui vont te dire, bah oui, après tout, peut-être qu'il y a une influence de la croyance, du psychisme ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que le produit fonctionne. Enfin, c'est ce qui, tu vois. Mais alors, le problème, c'est que est-ce qu'on peut encore parler de placebo quand on est dans une médecine spagyrique? Parce que euh, tout ce dont on a parlé un peu avant, où tu disais, par exemple, parfois, certaines personnes prennent des produits que j'ai fabriqués, ils me voient en rêve dans certains cadres, etc. Je mets ma confiance dans le produit. On est dans une dimension ésotérique. Est-ce que, bon, moi, je te répondrais, l'effet placebo, à partir de ce moment-là, c'est peanuts. Comment tu vois ça, toi, Ouais, comment je vois l'effet placebo? d'un point de vue Ou spagyrique? Ça n'existe pas, finalement. non? C'est ça. Non, Donc en fait, là, quand on parle d'effet placebo ou pas, on est sur deux visions, entre guillemets, deux visions du monde qui se confrontent. tout à fait. Hmm. Ouais. Je crois que l'effet placebo, presque, c'est difficile parce que tu vas chez le médecin, l'acte même d'aller chez le médecin te guérit. Ouais. Bon, il va te donner des médicaments, etc. Mais le fait d'avoir été chez le médecin et que lui, il croit, alors c'est très intéressant. Le médecin te donne des médicaments auxquels il croit. Mhm. Ils ont fait des essais où le médecin te donne un médicament, sachant que c'est un placebo, ça ne marche pas. Donc, Ouais. il a aussi transféré sa conscience dans celle du patient, où le patient a obtenu des informations, disons, sur la façon dont le médecin s'est comporté. Je ne sais pas. Ce que je te Mhm. dis, c'est que ça existe. Donc, le bon médecin, c'est celui qui vient et qui te dit, prenez cette aspirine, ça va vous sauver la vie. Et tu prends ça et ça te sauve la vie. Non, mais ce qui est rigolo dans l'affaire, c'est que finalement, on est en train de dire à demi-mot que tout ce que propose l'industrie pharmaceutique, finalement, ça sert à rien, quoi. S'il n'y a pas la conscience médicinale derrière, s'il n'y a pas l'humain derrière qui dit ça, c'est bon, ça va faire du bien, en fait, le médicament, lui tout seul, Et c'est une émission juste à but récréationnel ici, hein. Ça n'est pas pour vendre des produits. Ce que je veux te dire là, c'est que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas le dire. ça marche, OK, voilà. ça marche, ça marche. Alors, on avance. Bon, les mises en garde, je crois qu'on a bien compris. On a défriché la chose. Alors oui, ça c'était intéressant. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait travailler sur le règne animal Oui. avec la spagyrie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on s'est connu principalement pour le travail avec les plantes, mais Oui, je vais te donner deux produits par exemple, et puis j'en resterai là ok. parce que je pousserai un peu plus loin de pourquoi je ne vais pas plus loin. Donc, on peut faire deux choses. Par exemple, tu sais que les femmes ménopausées ont besoin de calcium. Ben, Ouais. si tu veux du calcium, il y a une façon très simple d'obtenir du calcium. Finalement, c'est d'utiliser des coquilles d'œufs ou des huîtres et puis de les mettre dans soit du vinaigre, soit dans du jus de citron. Et ce produit-là peut être rendu plus spagyrique, si tu veux, en faisant un vinaigre un peu plus philosophique. Euh, L'autre produit qui est bien à faire, c'est l'huile d'œuf. Et donc l'huile d'œuf maintenant entre dans toutes les compositions de, de crème pour la peau, etc. Parce que depuis très longtemps, tu vas regarder des anciens bouquins de spagyrie ou d'alchimie, et l'huile d'œuf, c'était un produit qui était mis, si tu avais une blessure, tu mets l'huile d'œuf, ça guérit 10 fois plus vite que les produits même modernes. D'accord. Alors ça, voilà des produits qui sont, disons, à l'origine euh, animaux. Ok. Euh, le sang est le véhicule dans le monde animal et dans le monde humain. Le sang est le véhicule du mercure.
l'alcool dans le monde végétal est le véhicule du mercure. Quand tu travailles sur ça, c'est sur le sang animal ou humain, à l'exception de ton propre sang que tu tirerais toi-même, etc., le reste n'y touche jamais. Ne jamais y toucher. L'aspect animal, c'est les fonctionnements automatiques du corps. C'est comme ça qu'un humain est devenu humain, c'est parce qu'il y a des fonctionnements automatiques, il y a des animaux, etc., qui ont les mêmes fonctions, et donc en quelque sorte on en a les mêmes, et le monde animal, c'est le monde de l'air, et c'est aussi le monde du cancer. Donc toucher à ça, je ne me permettrai pas de toucher à ça. Et puis en ce qui concerne le sang humain, je sais que, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a eu récemment toutes des choses qui s'appellent Pizzagate et Pedogate, etc. Des histoires horribles que je ne vais pas mentionner. Ils touchent à l'aspect du sang. Ça marche de façon prodigieuse, instantanée. Et le prix à payer, je ne voudrais pas le faire. Voilà. On va pas s'épancher trop là-dessus, effectivement, mais on a ce genre de cas aussi en Europe, en France. On a eu oui, effectivement, il existe des cercles de gens qui jouent avec ces choses-là. Moins glauque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout riches, qui se font injecter du sang d'adolescents. Oui. Parce qu'il contient des produits qu'on n'a plus à partir de 25 ans. Voilà. Je ne touche pas à ça. Je donne un avis, un avertissement. Ne touchez pas à ça. Il y a plein à faire dans le règne végétal, minéral, etc. Et puis, les deux exemples que j'ai donnés pour l'animal, ça va bien. Eh ben, ça, c'est dit. Tu vois, je pensais pas qu'on ferait une parenthèse là-dessus, mais finalement, je trouve ça plutôt... c'est bienvenu. Voilà. Alors, on a parlé pas mal des plantes. Moi, ce qui m'intéresserait que tu nous décrives, si tu peux le faire d'ailleurs, je ne sais pas trop jusqu'où tu peux aller dans un descriptif, un processus en laboratoire pour travailler une plante. Comment ça se passe? Alors, on va dire deux choses. Si tu veux, on pourra faire une autre session qui sera dans mon laboratoire et où je vous montrerai comment faire. Okay? Et là, comme on n'avait pas prévu ça comme ça, on va juste faire le descriptif. Alors, soyons théoriques déjà. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que séparer? C'est l'aspect de spagyrie. Au début, on prend une plante et puis elle contient tout en elle-même. Hein? Mais nous, elle contient tout, mais elle contient aussi des aspects négatifs ou des aspects inutiles, on va dire. Donc, la première chose, ça va être de prendre cette plante, qu'elle soit fraîche ou sèche. C'est plus facile de travailler avec une plante sèche qu'une plante fraîche, parce qu'une plante fraîche contient encore beaucoup d'eau. Donc, mettons par exemple qu'on ait de la lavande, on peut soit l'avoir recueillie dans son jardin, soit l'avoir achetée. La mienne vient dans un gros sac marron comme ça, parce que je n'ai pas la capacité de faire 5 kilos de lavande. Et on va parler de la lavande, c'est le plus facile en ce moment. Et puis, c'est une plante, alors d'abord, c'est une plante de mercure, donc c'est deux niveaux au-dessus d'une autre. C'est une plante qui contient beaucoup d'huile essentielle, c'est une plante qui contient beaucoup de sel. Et donc, ça va être facile à travailler pour un débutant. Cette plante, la première chose qu'on va faire, c'est on va la mettre dans un gros ballon, et puis on va rajouter de l'eau. Alors, dans un gros ballon de 6 litres, par exemple, on va monter à 4 litres et on aura la plante dans l'eau. Et puis, on va la laisser 24 heures. Comme ça, la plante, elle commence les graines tu sais, c'est les fleurs de lavande, elles commencent à c'est pas qu'elles se pourrissent, mais elles relâchent leur huile essentielle. Voilà. Et puis, ce ballon-là, tu vas le chauffer. Et puis, quand ça vient au point d'ébullition, l'eau s'évapore et elle s'évapore en emmenant avec elle l'huile essentielle. Voilà. Et il y a un système de récupération de l'eau et de l'huile essentielle. Et l'huile ne se mélangeant pas avec l'eau,
toutes les huiles ont le même principe que l'huile d'olive, si tu veux. Si tu veux faire une sauce, il faut que tu secoues énergétiquement. Ça fait des petites bulles en suspension, mais l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, tu récupères cette huile-là, et puis on peut la purifier aussi en refaisant le même principe avec l'huile, avec de l'eau, et puis en rebouillant, et comme ça élimine les impuretés qui auraient pu passer. Ça devient l'huile essentielle de lavande, et c'est le soufre de la plante. Ce qu'on appelle le soufre de la plante. Donc, c'est l'aspect feu, c'est l'aspect conscience de la plante. Cette plante, on l'a mis dans l'eau, et si maintenant on laissait cette eau pourrir, il se développerait des sucres, et ces sucres se transformeront en alcool. Et on peut redistiller cette affaire une deuxième fois et obtenir l'alcool de la plante, qui s'appelle le mercure de la plante. C'est difficile à faire, il faut rajouter du sucre souvent parce qu'on n'est pas au bon pH. C'est un processus assez difficile à maîtriser, et c'est plus facile de prendre, si tu veux, du vin, de distiller le vin, et le vin contient beaucoup plus d'alcool. Quand on achète un vin, c'est marqué dessus, 12% d'alcool. Et ben, si tu distilles 4 litres de vin, tu obtiens presque un demi-litre d'alcool. Et cet alcool-là, il faut faire la même chose, il faut le purifier, on appelle ça rectifier, et on le redistille et on le redistille, et à chaque fois on retire la tête de la distillation et la queue de la distillation, et on garde que le milieu, qui n'est que, c'est de l'alcool éthylique, si tu veux, pur. Alors que quand tu as une plante, ou même dans le vin, il y a des produits qui sont, par exemple, du méthanol, qui est un alcool dangereux. Donc, on purifie cet alcool-là, et on a ce qu'on appelle le mercure. Alors, il y a un phénomène curieux, c'est que quand tu distilles ce mercure, et que tu le redistilles, et que tu le redistilles, c'est là où la spagyrie n'est plus de l'herbalisme. Et par exemple, quand l'alcool est au-dessus de 70-80 degrés, eh ben, tu l'impressionnes avec ton psychisme. Il y a un moyen pour les gens qui doutent, c'est de lancer une distillation d'alcool, et peut-être on le fera, par exemple, si tu veux qu'on enregistre ça dans le laboratoire, et tu vas dans ta maison, etc. Tu vois, mon labo, il est là-bas, il est dans un bâtiment à part. Voilà. Et puis, je lance une distillation d'alcool, et puis, une fois que tu as bien tous tes paramètres, tu le laisses faire, tu sais que ça va durer 4-5 heures, parce que c'est très lent, etc. Chaque fois que tu te rapproches de l'appareil à distiller, ça s'accélère. Tu te retires, alors tu es proche, hein, tu es à 60 cm, le machin s'accélère. Tu pars 2-3 mètres en arrière, la distillation ralentit. Tu reviens, la distillation se réaccélère. Donc, ça, pour ceux qui veulent une preuve qu'on a un effet sur notre propre produit à distiller, voilà, par exemple. Alors ça, j'ai parlé de l'aspect soufre, j'ai parlé de l'aspect alcool ou mercure, et maintenant l'aspect sel. Donc, la plante qui a été mise en distillation, et puis ensuite dont on a extrait le mercure ou l'alcool, il reste des résidus. Quand on brûle dans la cheminée du bois, il reste des résidus. Il reste ces résidus dans la plante, comme ils ont été bouillis, il faut les sécher. Donc, on sèche ça. Et puis, une fois que c'est sec, on les brûle complètement. C'est-à-dire qu'on monte ça entre 400 et 800 degrés Celsius, 400 et 600, et puis ça devient une cendre, comme la cendre de bois dans la cheminée. On prend cette cendre et on la met dans l'eau. Et puis, il y a une partie soluble qui va rester dans l'eau, une partie insoluble qui va aller au fond. On filtre cette partie soluble, on l'évapore, et là, on a le sel. Un sel qui est au début pas très blanc, mais en répétant cette opération de solver coagula, ou de je dissous et je recoagule, à ce moment-là, on obtiendra un sel très blanc. Au bout de la 3e fois, le sel est bien blanc. D'ailleurs, il ne faut pas trop pousser, parce que c'est bien d'avoir quelques impuretés dedans. D'accord.
Et donc voilà, on a donc 3 produits maintenant. On a d'un côté le soufre. Tu as fait ta séparation. Voilà, j'ai 3 produits séparés. J'ai le soufre d'un côté, le sel de l'autre et le mercure au milieu. Et alors, ça, c'est l'aspect. On peut faire d'autres opérations, mais là, c'est le plus simple parce qu'on a beaucoup de soufre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est les réunir maintenant. Et donc, on prend le sel, et puis ce sel, on va le mettre dans un petit flacon, et on va imbiber avec le soufre, on va imbiber le sel doucement, une fois par semaine. Le jour où on décide, par exemple, la plante de mercure, ça sera bien de la travailler un mercredi. Mhm. Ou un samedi à l'heure du génie planétaire de Mercure. Mhm. Je vais parler des génies planétaires après. Mhm. Donc, si par exemple on travaille le mercredi matin, on imbibe le sel avec ce soufre. Et puis, on le met à 40 degrés à peu près, comme une poule qui couvre ses œufs, 38-40 degrés, et on laisse faire. Le sel absorbe. La semaine d'après, on recommence. Le sel absorbe. Et arrive un moment où, au bout de quelques 5 semaines, le sel n'absorbe plus. Donc, il reste un tout petit film de soufre au-dessus. Là, il faut arrêter les imbibitions. Okay. Et puis, on peut recommencer les imbibitions maintenant. Donc, là, on a mis le sel, le soufre ensemble comme ça, mais c'est tout. C'est juste un produit, on va dire, chimique. Ok. Et puis, maintenant, on va faire les imbibitions avec le mercure. Et le mercure, c'est donc le messager des dieux. C'est celui qui met en communication notre monde matériel avec les mondes supérieurs. Et donc, on imbibe avec le mercure. Et plus on imbibe avec le mercure, en refaisant la même opération, j'imbibe avec le mercure, je laisse sécher, je mets à incuber pendant une semaine, etc. Je refais. On va obtenir à la fin un produit qu'on peut appeler une pierre végétale. Pierre végétale. Oui. Ok. Voilà. Et cette pierre végétale, en fonction des pierres que tu fais ou en fonction des produits que tu prends, si tu veux, elle va avoir des effets de guérison ou de bien-être, pardon. Elle va avoir des effets qui sont pas du tout normaux. Et après tout, c'est à ça qu'on s'intéresse, puisque la médecine doit rester aux médecins. Mhm. Et ces aspects non normaux, c'est à toi de découvrir et c'est fonction de ce que tu as mis dedans. Et mais par exemple, si tu travailles sur une pierre de Jupiter, ça déménage. Ouais. Par exemple, tu vas pouvoir avoir aussi bien des résultats d'un point de vue financier que des résultats d'un point de vue sur le plan matériel électrique. Ouais, d'accord. C'est la foudre. Jupiter, c'est la foudre. Il lance Ouais. la foudre. Et alors, par exemple, des âneries comme ça qu'on ne fait pas. J'ai fait une pierre de Jupiter une fois et puis je l'ai donnée à un ami. Et Ouais. cet ami-là, quand il la prend, et puis le même jour, sa bagnole tombe en panne, grave. Ouais. Il va à la banque pour chercher de l'argent parce qu'il n'a plus de quoi prendre les transports en commun. Ouais. La carte se fait manger par le distributeur. Ouais. Il rentre finalement à pied chez lui et il démarre son ordinateur, pouf, l'ordinateur qui crasse. Donc, les effets de Jupiter sont assez importants. C'est pas tout négatif, hein, mais je te dis voilà, un exemple comme ça. Voilà. Ouais, ça tombe bien dans la matière, quoi. Voilà. Donc, faut faire Alors, attention. bah là, tu nous as fait on a eu un bel exposé de tout ça, du processus. Mm-hmm. C'est vrai que je trouve ça intéressant aussi, ça, de bien comprendre toutes les étapes. Et alors, tu as introduit justement la notion des génies planétaires. Alors, dans l'alchimie traditionnelle, l'astrologie a une place très importante. Est-ce que c'est la même chose avec l'astrologie? Oui. C'est-à-dire que, tu l'as dit plus tôt, on est dans le 21e siècle et on n'est plus dans un monde où on avait le temps. Oui. Hein. Et donc, il faut donner aux gens les outils qui correspondent à l'état de la société où on est. Les génies planétaires sont beaucoup plus adaptés que l'aspect astrologique.
Alors, dans le temps, il fallait attendre les conjonctions de Mars avec Jupiter ou de Vénus avec Mercure, de façon à avoir un produit optimal. Donc, il y avait l'aspect de travail sur la matière, il y a l'aspect de ma conscience que je mets dans le monde, et à la fois l'aspect j'appartiens au monde et je fais attention aux influences planétaires. Comme on n'a plus le temps, on utilise un autre système d'astrologie que l'on appelle les génies planétaires. Et c'est quoi les génies planétaires? C'est simplement le fait que les 7 planètes qui correspondent aux 7 niveaux énergétiques au-dessus d'une autre ont toute une heure de prépondérance dans le système journalier. Donc la prépondérance samedi, ça sera à Saturne, la prépondérance dimanche, ça sera au Soleil, etc. Et puis il y a un ordre de descente comme ça, qui est Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, et on remonte Saturne, etc. Et ça fait 7, il y a donc 7 niveaux, mais le jour se divise en 12, d'accord? Donc, si tu divises le jour en 12 heures de jour et 12 heures de nuit, il va y avoir prépondérance. Aujourd'hui, c'est samedi, donc c'est Saturne. Donc, je vais descendre de Saturne à la Lune, et après, je vais recommencer Saturne, etc. Mais au bout de 5, puisque 7 et 5, 12, j'ai fini mes heures de jour, et donc je passe dans les heures de nuit. Et je continue. Et si tu fais ce calcul comme ça, tu te rends compte que demain matin, en ajoutant 7, 7, 7, demain matin, eh ben, ça va être l'heure de dimanche. Ça va tomber pile poil sur l'heure de dimanche. Le lendemain, la Lune, le lendemain, mardi, Mars, etc. Donc, si on travaille à l'heure énergétique qui correspond à la plante, j'ai parlé donc de la lavande. La lavande, c'est une plante de mercure. Encore une fois, on peut faire la vérification que le sel de soufre est bien, que la lavande qu'on a pris, elle est bien de mercure. Et si on va faire l'assumption, on va supposer que la lavande est bien de mercure, à ce moment-là, on va travailler de préférence à l'heure de mercure, c'est-à-dire la première heure le mercredi matin, ou bien une heure comme l'heure de mercure qui va être la 5e heure d'aujourd'hui. D'accord? Pourquoi c'est possible? C'est parce que il faudrait voir les niveaux énergétiques comme des poupées russes. Et donc, le niveau énergétique de Saturne, qui est le plus haut, a prépondérance sur le niveau en dessous de Jupiter, qui a lui-même prépondérance sur Mars, etc. Et donc, on peut très bien utiliser, on peut travailler le mercure, ou la lavande, qui est une plante mercure, le jour de mercure, ou toute autre heure de mercure d'un jour qui a prépondérance. Donc, par exemple, le jeudi, il faudrait descendre 3. Jeudi, ça fait 1, 2, 3, 4. Il faut descendre 4. Et donc, à la 4e heure du jeudi, on pourrait travailler sur la plante. 5e heure le samedi, etc. On ne peut pas travailler une plante de mercure le lundi. Parce que le lundi, l'énergie de toute la journée est sous la prépondérance de la Lune qui est en dessous du Mercure dans ce système. Et donc, on ne peut pas toucher à ça. Voilà. Mais là, ça me fait penser à... En fait, ce système, c'est un système ancien dont on est en train de parler. C'est un système ancien. Est-ce que c'est celui, alors peut-être tu n'as pas la réponse, je ne sais pas, hein. Est-ce que ça correspond à celui qu'on trouve dans les clavicules de Salomon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça marche. C'est possible, mais je ne sais pas. Parce que oui, effectivement, le LPN travaillait avec ce système-là. C'est en référence à ça que tu... C'est cela. C'est cela. Et encore une fois, dans la clavicule de Salomon, c'est peut-être assez vieux et ils avaient le système astrologique
pure, c'est-à-dire que il y avait un triptyque de sciences à l'époque, on se posait pas la question, c'était beaucoup plus flou que maintenant. Alors maintenant, par exemple, on a redéfini la spagyrie. À l'époque, on s'occupait pas de ça, on s'occupait de l'aspect astrologique et puis de l'aspect matériel qu'on va faire. Et donc, il y avait un triptyque de sciences qui aurait été, disons, la magie naturelle. J'aime pas utiliser le mot cabale, il paraît que ça passe pas. En ce moment, chaque fois qu'on dit cabale, les gens pensent ouh, blablabla, négativité. Ouais. Donc on va dire magie naturelle, astrologie et alchimie, spagyrie. C'était les trois sciences qui allaient ensemble. C'est ça. Ouais. Alors, pour finir, parce que là on a quand même pas mal causé, mine de rien. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses à dire en même temps, mais alors la chose dont on n'a pas parlé, et en fait ça fait le lien, là, parce qu'on est en train de parler des 7 niveaux, donc voilà, il y avait une parenthèse que je voulais faire. Les anciens, dans leur système astrologique, il n'y avait pas les planètes transsaturniennes. On ne parlait pas de Neptune, on ne parlait pas d'Uranus. Et est-ce que la spagyrie ayant évolué avec le temps, s'est entre guillemets modernisée, est-ce qu'elle a choisi d'inclure aussi ces paramètres-là ou on se cantonne vraiment à fonctionner de manière traditionnelle? On se cantonne de façon traditionnelle à ces produits-là. Je vais te dire que pendant très longtemps, le bismuth m'a posé problème. Ouais. Parce que on a toujours dit que Saturne est le haut du ciel. Hein, et si tu regardes les caractéristiques chimiques, Saturne, c'est le plomb. Et le plomb, c'est finalement l'élément stable le plus dense. Hein. Donc tout le reste, c'est les transuraniens, etc. Mais il y avait ce problème du bismuth. Et le bismuth est plus dense que le plomb, donc c'est juste à côté du plomb, mais il est plus dense. Et tous les anciens disaient le plomb, c'est le haut du ciel. Eh bien, le bismuth naturel, ou bien tout isotope de bismuth, est maintenant en decay, à une résonance, quoi. Enfin, non, pas une résonance, mais comme des produits transuraniens, comme l'uranium, il se désagrège. Ouais, oui, d'accord. Et c'est une étude qui a été faite au laboratoire de Saclay, je crois, et ils ont fait ce qu'on appelle la bolométrie scintimétrique. Ça veut dire qu'en fait, la façon dont les atomes vont perdre pardon? La manière dont ils vont perdre leur structure. Voilà, dont on perd leur structure, on peut la calculer, et sur le bismuth, c'est de l'ordre de 19 ans, 10 à la puissance 19 années, c'est-à-dire un temps incroyable. Mais ce temps va se raccourcir, parce que si tu veux, plus on remonte comme ça vers l'unité, plus tous les éléments lourds disparaissent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le haut du ciel, c'est le plomb, mais on peut imaginer que quand l'humanité sera en moyenne à Mars, ou non pas à Mars, mais disons à la Lune, eh ben, le plomb commencera à se désagréger aussi. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Et en anglais, decay, mais en français, j'ai perdu le mot. Se désagrège, se déstructure. Se déstructure, mais c'est comme avec un rayonnement, disons, nucléaire. Ouais. Bon, on va garder le decay et les gens, ils iront faire la traduction. Merci. Alors, ce dont on vient de parler, c'est pourquoi. Donc, je reviens à cette histoire. Le bismuth, n'est pas un élément stable, et les anciens, pour une raison que j'ignore, savaient que le plomb était le haut du ciel, c'est-à-dire l'élément stable le plus haut. La tradition disait le plomb, c'est Saturne, c'est l'élément le plus haut. Il y a des planètes au-dessus, c'est sûr. Il y en a même qu'on vient de découvrir très récemment, qui sont encore plus loin que plus tôt. C'est ça. Bon.
euh, d'un point de vue traditionnel qui correspond un peu, si tu veux, à la vérité d'aujourd'hui, ben, je reste avec ça parce que ça me convient bien. Oui, ça marche, quoi. Donc, Voilà. ok. Mais par exemple, on pourrait dire, ils ont une influence, mais ils sont tellement loin qu'ils n'ont pas d'influence. Oui, 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 je vois, je vois. Non, c'était juste, vu que la question se pose aujourd'hui, l'astrologie est en train de changer sur pas mal de points, donc c'était intéressant de soulever ça aussi. Mais en tout cas, dernier aspect que je voulais voir aussi, c'est la place du symbolisme dans la spagyrie. Alors, là encore, il y a un côté très traditionnaliste. L'alchimie, déjà, c'est caché, c'est voilé dans des quêtes, dans des jeux de symboles, probablement pour protéger le savoir-faire aussi. Parce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, entre guillemets, on ne voulait pas se faire piquer la recette par le voisin, donc il fallait trouver des moyens de cacher les choses. Il n'y avait pas que les alchimistes qui faisaient ça, finalement. Hein, c'était Voilà. une guilde. Ouais. Est-ce que. Mais il me semble quand même, moi, il m'apparaît quand même que tout cet aspect, tout ce monde symbolique autour de la discipline, elle a son rôle à jouer aussi. Oui. Tu vois. Qu'est-ce que Oui. tu en penses, toi? Est-ce que la spagyrie fonctionne aussi avec ça? Est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, elle a fonctionné avec ça, et puis il y a plusieurs aspects. Effectivement, il y a l'aspect cachotterie, parce que sinon, je peux me retrouver au cachot. Mettons que tu saches faire de l'or, t'imagines le bazar que ça aurait foutu. Ah Même ouais. aujourd'hui, hein. Ah oui, Aujourd'hui, oui. si tu dis que tu sais faire de l'or, tu serais. J'ose pas imaginer ce qui Ah, mais va se passer. tu l'as pas dit, c'est bon. Bon. Alors, donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, il y a quand même un autre aspect, c'est que quand même, on a un peu touché, mais il faudrait y toucher plus, c'est que la spagyrie, c'est essentiellement fait aujourd'hui pour soi-même. Mhm. C'est-à-dire pour nettoyer ses véhicules intérieurs. Et le symbolisme, ou si tu veux, un langage hiéroglyphique le plus proche de nous, c'est quand même le langage hébreu. Eh Ouais. ben, le langage hébreu, il ne se lit pas l'hébreu moderne, hein, mais l'hébreu ancien, il ne se lit pas comme notre façon de lire aujourd'hui. C'est-à-dire Mhm. aujourd'hui, je dis ceci est un portable et j'écris ça P-O-R-T-A-B-L-E, ou ceci est une table, meilleur exemple, T-A-B-L-E, et je ne peux pas renverser l'ordre des mots, je ne peux pas dire Elda ou Atable, ça ne veut rien dire. Mhm. Alors que si je prends l'hébreu, ces 4 ou 5 lettres qui vont former le mot table en hébreu, je peux les retourner et obtenir des mots qui sont proches avec une, une c'est là. Le symbole d'origine, si tu veux, va faire que tous ces mots peuvent être mélangés ensemble et donner des mots connexes. Ok. OK? Mhm. Alors, et certainement que des langages hiéroglyphiques comme celui des Égyptiens étaient encore plus puissants. Mhm. D'accord. Donc, le symbole ou le langage hiéroglyphique finalement monte comme ça vers le symbole. Le symbole a 50 façons de raisonner, d'être en résonance, pardon, avec les différents niveaux auxquels on l'aborde. Mhm. Et c'est en ça qu'il y avait un langage imagé, en plus du fait de cacher les choses, il y avait ce langage imagé qui résonnait en toi d'une certaine façon en fonction de ton niveau de compréhension, qui résonne d'une autre façon et qui résonne d'une autre façon. Oui, c'est ça. Par exemple, je vais t'expliquer un petit bouquin comme ça qui s'appelle Hermès dévoilé de Siliani. Ok. Et dedans, tout le monde a cherché une solution. Et en fait, il y en a au moins 3. Il y a Au moins. 3, au moins. Ouais, disons, j'en vois 3. Ouais. Et il y a 3 façons de faire. Et la façon dont il a tout enrobé, c'est assez magnifique. Et les anciens s'amusaient à ça, c'est-à-dire à donner différents procédés imbriqués les uns dans les autres. D'abord, ça cachait encore mieux le jeu. Mais aussi, c'était parce que ça permettait de délinéariser, de retirer notre aspect
aspect linéaire dont le cerveau a besoin. Et d'approcher le monde d'une façon beaucoup plus symbolique, le symbole te donnant 5 ou 6 différentes interprétations que le cerveau ne peut pas faire. Okay. Bon, c'était long comme réponse. Non, si tu veux, pour moi, on va finir tout doucement là-dessus. Pour moi, le symbolisme, c'est une question qui est importante parce que je pense, c'est mon point de vue, que les gens, aujourd'hui les modernes qui s'intéressent à toutes ces notions-là, ne l'abordent pas avec le bon mode de pensée, tu vois ce que je veux dire? Comme tu l'as dit, le langage aujourd'hui tel qu'il est utilisé, c'est un langage qui définit des choses. C'est pas un langage qui cherche à évoquer du sens. Ouais. Donc, quand on aborde le symbole, on peut pas, ça ne se définit pas un symbole. Ouais. Ça évoque quelque chose et on se laisse prendre par le sens. Ça devient tout de suite très poétique, très lyrique. Et là, on arrive à comprendre la vision du monde des anciens. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionnait l'alchimie à l'époque, etc. Ben, si tu veux, je comprends un peu ce que tu veux me dire là. On m'a parlé de langue des oiseaux et de choses comme ça. Donc moi, je préfère être clair sur les choses comme on les fait. Il n'y a pas de secret de spagyrie. Je peux expliquer aux gens complètement comment faire, et puis à eux de le faire et à eux d'obtenir des résultats. Les résultats qu'ils obtiennent sont personnels et à eux de ne pas les divulguer. Parce que c'est leur monde intérieur et il ne s'agit pas d'aller divulguer les choses qui arrivent. Cette histoire de langue des oiseaux, c'est en fait, ça existait, encore une fois, ça existait dans le temps. Et puis en France, on aime bien les jeux de mots, comment, tu sais, un tas de choses, les contrepétries, etc., etc. Les calembours, tout ça. Ouais, tout ça. Alors ça, c'est le génie de la langue française. Le génie de la langue anglaise, par exemple, c'est le génie maritime. C'est-à-dire que c'est un génie de commerce. Okay. Et donc, on a des mots en anglais qui ont été définis et qui sont. C'est aussi une façon, on pourrait faire, si tu veux, de la langue des oiseaux en anglais. Par exemple, dog, c'est l'inverse de God. Live, L-I-V-E, c'est l'inverse de evil. V-I-L. Tu vois, des choses. Ça existe, j'en vois pas l'intérêt personnellement. Si les gens veulent c'est un aspect, disons, intellectuel qui est rigolo. Et puis, s'il apporte des choses aux gens, et puis qui leur permet d'aller chercher plus loin l'origine du mot, l'étymologie et pourquoi, c'est pas mauvais. C'est pas mon truc. Ok. Oui, toi, tu as appréhendé l'alchimie et la spagyrie surtout du point de vue du savoir-faire, en fait. Voilà. Et je crois que plus on explique simplement, plus c'est facile de transmettre. Tu vois, tu peux utiliser des mots en disant, ben voilà, si vous comprenez pas ça, vous comprendrez pas ci. On est au 21e siècle, on est dans l'ère du Verseau. C'est fini l'histoire des poissons. Alors, s'il y a des gens qui s'y intéressent, tant mieux pour eux. J'ai rien contre. C'est pas mon truc. Moi, je sais que, bon, après, moi, je m'y intéresse parce que j'ai un petit côté traditionnel, machin, mais c'est vraiment ma patte personnelle. Mais je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, dans notre époque actuelle, on n'a pas besoin nécessairement de s'encombrer de ça. Voilà. Mais je pense quand même, c'est encore une fois un point de vue, que avoir le savoir-faire et se le transmettre simplement, c'est une bonne chose pour plonger tout de suite dans la pratique. Mais je pense que ne pas avoir peur ou pas avoir hésiter à jouer un peu avec le monde du symbole, je caricature quand je dis ça, ça rajoute, tu sais, l'aspect un peu peut-être magique, je sais pas, enchantresque, tu vois, parce que ce qu'on disait la dernière fois, et je te laisserai conclure après là-dessus si tu veux bien, c'est que c'est vrai qu'on rentre dans le monde du savoir-faire. Maintenant, on ne s'encombre plus du poids de la tradition, de tout ça. Il faut faire 10 ans pour apprendre à faire le geste bien, machin. On s'en fout, on n'a plus le temps, etc. Bon. Mais
est-ce qu'on n'a pas quand même perdu quelque chose avec ça? Après, c'est la nature, c'est normal. C'est quand ça se transforme, il y a toujours des trucs. Mais moi, je pense que il faut pas que le cœur se dessèche pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut quand même savoir garder une part de lyrisme et de poésie pour garder le cœur aussi éveillé sur une certaine chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça par rapport à... J'ai été éduqué, j'ai 60 ans, et j'ai été éduqué de façon assez stricte à l'école, et d'une façon où si on faisait une faute, on avait 0, tu vois, ou moins 1, et 3 fautes, on avait 0. Ouais. Je comprends cet aspect-là, et je comprends donc l'aspect traditionnel de ce que tu dis. Ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, les jeunes ne sont plus là. C'est à eux, l'avenir, c'est à eux. Hein, on dit l'avenir, c'est aux jeunes. Bah oui. Et aujourd'hui, par exemple, si on leur demandait d'écrire ou de lire des livres qui ont 500 ans, qui sont imbitables, c'est pas la peine. Ils vont apprendre 10 fois plus en voyant une vidéo, par exemple. Qu'est-ce qui est plus important ou allons à l'essentiel. Okay. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux? C'est pas à moi de le dire. Pour moi, c'était mieux d'aller lire un vieux livre avec un grimoire et avec une beauté poétique, etc. Si elle n'existe plus, elle n'existe plus. Mais ils auront un autre style poétique qui nous... par exemple, je n'arrive pas... moi, le rap, c'est quelque chose, j'y arrive pas. Ok. Hein? Ouais. Je peux pas. Mais moi, je suis coincé dans les années 70 avec ACDC et des trucs comme ça. Dans les années 70, mes parents ne comprenaient pas que je regarde ça. OK? Voilà. Donc, c'est une autre époque. Il y a un autre moyen d'apporter l'information. Faisons-le. Écoute, moi, je te propose qu'on finisse là-dessus. Voilà. Ça marche. Voilà. Merci, Patrice. Mais merci, merci Guillaume.